entre la plage et les pavés, entre le rêve qu'offre la sublime baie de Rio et la réalité d'un pays plein de promesses mais aussi plein de doutes, que faut-il donc garder du Brésil? Nous avons posé la question à Stéphane Moncler. Il est maître de conférence à l'université de la Sorbonne et l'un des tout meilleurs spécialistes du Brésil. Oui, c'est vrai. Nous sommes à quelques jours du début de cette Coupe du Monde et on entend parler au pays du football que de manifestations, de tensions sociales. Est-ce que ces manifestations peuvent gâcher la Coupe du Monde? Je ne crois pas. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut aimer le football et puis on peut aussi espérer aimer des conditions de transport correctes, un accès aux services de soins et d'éducation qui correspondent aux besoins. On peut donc avoir plusieurs besoins dans la vie. Souvent vu de l'extérieur, le Brésil est associé à cette image de pays du football, pays du carnaval. Ce n'est pas que ça. C'est bien autre chose. Donc la population exprime ses besoins et peut être choquée par les dépenses engagées pour cette Coupe du Monde. Il y a deux types de dépenses. Il y a la dépense concernant les stades et les infrastructures d'accompagnement. Les stades, il y en a 12. La FIFA ne demande que 8. La Fédération internationale de football. Exactement. Et c'est le gouvernement brésilien qui a décidé d'en faire 12. Ça augmente la dépense par définition. Mais ça, les gens ne comprennent pas? Les stades ont fonctionné comme une monnaie politique. Nous sommes dans un pays qui est une république fédérative, avec une présidente, Madame Dilma Rousseff, comme son prédécesseur, le président Lula, qui a besoin de l'appui de tout un ensemble d'élites locales, qu'on retrouve d'ailleurs avec leurs représentants dans le Parlement fédéral. Donc je vous construis un stade et soutenez-moi. En gros, c'est ça. Et puis il y a le chantage des élites locales qui disent « donnez-nous un stade ». Dans le pays du football, on imagine tous les profits symboliques, en termes de popularité, de légitimité, en termes de retombées électorales, que l'obtention d'un stade peut permettre. Mais ça, c'est lorsqu'on imagine que les stades ne coûteront pas cher. Or, les stades coûtent nécessairement plus cher pour deux raisons. D'abord, parce que la FIFA, d'une Coupe du Monde à l'autre, augmente le cahier des charges. Et puis, au moment de la candidature, il est important que le pays candidat montre à la FIFA que la population est avec lui. Donc, il minore volontairement le coût des stades. Après, dans les mois qui suivent, on a une évaluation plus sérieuse. Et l'addition se rajoute? Et à ça va se rajouter la surfacturation, la corruption et surtout les problèmes de gestion publique. Mais ça veut dire que le gouvernement brésilien ne gère pas bien, n'a pas bien géré la préparation de cette Coupe du Monde? Pas que de la Coupe du Monde, l'ensemble des infrastructures, c'est vrai pour les très gros barrages, c'est vrai pour tout un ensemble de chantiers. Il y a un problème de gestion publique, il y a un problème de mise au point, de définition des politiques publiques, souvent mal adaptées aux besoins, de mise en œuvre de ces politiques publiques, et ça se traduit toujours par des surcoûts colossaux, ce qui agace les Brésiliens. Et là, les Brésiliens, puisqu'il s'agit de football, sont à la fois surinformés, parce que la presse nationale ne parle que de ça, parle beaucoup de ça, ouais. Et puis eux-mêmes, de par leur intérêt pour le football, prêtent plus d'attention à ces sujets, à ces articles, à ces reportages, et du coup, sont un petit peu perdus dans les chiffres, mais ils ont compris, et depuis longtemps, que ça a coûté trop cher. Et pour se laver de cette faute, on tombe dans une espèce de Coupe du Monde bashing. Et tous ces derniers mois, l'opinion des Brésiliens n'a cessé d'être de plus en plus négative, au point que vous avez plus de 70% des Brésiliens qui considèrent que la Coupe va apporter plus d'inconvénients que d'avantages. C'est ça, à les entendre, on a l'impression qu'il n'aurait pas fallu organiser la Coupe du Monde au Brésil. Parce ils en découvrent le coût. Bon. Lorsque les matchs auront lieu, eh bien l'enjeu sportif va prendre l'ascendant. Ils vont être avalés par leur envie de soutenir cette équipe. Au Brésil, on ne dit pas « allez les Bleus ». Qu'est-ce que ça veut dire « allez les Bleus » Ça veut dire avancer, aller plus vite, marquer des buts. Ou on dit « allez la France ». Au Brésil, on fait comme en Angleterre. On se compte qu'une seule chose. Pendant tout le match, « Brasil, Brasil ». C'est-à-dire que ce cri est un cri incantatoire qui fait exister ce qu'il énonce, une espèce de discours performatif qui fait exister quoi? La nation. On a choisi d'intituler notre émission « Brésil, sous la plage, les pavés ». Est-ce que dans quelques années, le Brésil il sera plutôt sur la plage ou sous les pavés? Je pense qu'il sera loin de la plage. Il sera loin de la plage parce que d'abord l'essor du Brésil tiendra à quelques matières premières qui sont principalement là,
à quelques kilomètres d'ici, en eau profonde, le fameux pré-sal. Le pétrole. Le pétrole. Là, il y a un retour sur investissement très profitable, mais à condition qu'il n'y ait pas de problème écologique. Qu'est-ce qui se passera s'il y a des plateformes sur lesquelles il y a des fuites, etc. Donc il y a un pari risqué. Et puis le développement économique, il est aussi à l'intérieur du pays, donc pas sur le littoral atlantique. Le développement du littoral atlantique, c'est le Brésil des années 30 aux années 80. Maintenant, le développement économique s'assure surtout dans les villes de l'intérieur du pays, avec l'agro-business. La croissance intérieure. La croissance intérieure. Le Brésil n'est plus un pays qui a un front pionnier qui se dépasse. Le Brésil est arrivé à ses frontières. Et donc maintenant, il croit verticalement et non plus horizontalement. Justement, vous n'êtes pas devin, mais le Brésil dans 10 ans, vous le voyez globalement comment? En meilleur état que la France, en meilleur état que beaucoup de pays de la zone euro, pas à cause de l'euro, à cause d'une chance incroyable. L'ensemble des richesses naturelles de ce pays, du savoir-faire de tout un ensemble d'agents économiques. Il y a des pôles de performance, que ce soit dans l'agro-business, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans les communications. Ce sont ces gens-là, ces groupes, ces entreprises qui boostent le pays, qui lui assurent son développement. Mais il y a aussi de gros boulets. Il y a le coût de fonctionnement de l'État, et en disant ça, je ne fais pas allégeance à un dogme néolibéral. Je dis simplement que cet État fonctionne sur des critères qui ne sont pas au service de l'efficience des politiques publiques. Il a du mal à se réformer. Il a du mal à se réformer. Il n'est pas le seul. Pour des raisons politiques, principalement pour des raisons politiques. Donc c'est très difficile de faire une réforme politique au Brésil, parce que ceux qui la font, il faut les voter. C'est ceux qui tirent profit de ces systèmes-là. Donc ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors ça se fait au compte-gouttes et ça se fait trop lentement. Alors tant qu'on a de la croissance économique, tant qu'on a du plein emploi, ça va. Mais quand ces problèmes d'un emploi moins puissant, d'une croissance économique plus lente, vont apparaître de façon très cruelle, eh bien, le réveil va être brutal.